Je vais donc vous présenter un travail préliminaire que nous avons réalisé sur une cohorte de patients suivis pour une maladie de Fabry et pour lesquels nous avons voulu évaluer le taux d'événements cardiovasculaires et rythmiques. Donc, en rapide rappel, la maladie de Fabry est donc une maladie métabolique secondaire à une mutation génétique sur le gène GLA qui est situé sur le chromosome X, comme ça a très bien été décrit dans la présentation qui m'ont précédé. L'incidence est assez difficile à établir. Selon les séries, elle peut varier entre 1 sur 40 000 à 1 sur 120 000 naissances, mais c'est probablement une maladie sous-diagnostiquée dans plusieurs populations. Comme cela a bien été décrit avant, le pronostic est donc surtout lié à l'atteinte cardiovasculaire, en sachant que la pénétrance du phénotype est variable et souvent incomplète, et cela dans une même famille avec une même mutation. Les différentes complications cardiovasculaires représentent donc la première cause de mortalité dans la maladie de Fabry, et notamment avec le risque de survenue de troubles du rythme ventriculaire, troubles conductifs de haut grade, l'évolution vers l'insuffisance cardiaque et notamment l'AVC ischémique. Il n'y a à ce jour aucun score de risque de stratification du risque de mort subite, contrairement à ce qui a été décrit dans la CMA sarcomérique. Dans la littérature, comme ça a été décrit avant, il y a quelques facteurs prédictifs qui ont été proposés par un avis d'experts, et les deux premiers qui ont été mis en avant, c'est notamment la présence d'antécédents de TVNS et la présence de dérossement tardif à l'IRM, en plus de l'âge et du sexe masculin et de la masse hypertrophique ventriculaire gauche. Donc, l'objectif de notre étude, c'était donc de recontextualiser et d'essayer d'avancer dans la réponse sur la question non résolue de la stratification pronostique cardiologique dans la maladie de Fabry, tout en sachant que c'était une question très difficile jusqu'à ce jour à résoudre. L'objectif primaire était d'abord d'évaluer le taux d'événements cardiovasculaires et rythmiques dans cette cohorte, et l'objectif secondaire était d'essayer de mettre en évidence des facteurs prédictifs de survenue d'un événement rythmique composite que je vais détailler juste après. Donc, le design de l'étude, c'était une étude rétrospective, multicentrique, répartie sur 5 CHU de métropole. Les patients screenés devaient avoir plus de 18 ans, devaient avoir un diagnostic génétique de maladie de Fabry et devaient au moins avoir un électrocardiogramme et une échographie cardiaque réalisée lors de la première évaluation. Donc, les analyses statistiques qui ont été réalisées, c'est somme toute basique. On a utilisé le test de Wilkinson pour les variables quantitatives, le test du Ki2 pour les variables qualitatives, et nous avons utilisé le modèle de Cox pour les analyses de survie en univarié et multivarié. Et nous avons aussi réalisé des imputations multiples de données manquantes. Le flowchart, il y a 188 patients qui ont été screenés sur les 5 centres. Parmi ceux-là, on a donc regardé les patients qui avaient plus de 18 ans, qui avaient un diagnostic génétique de maladie de Fabry, ceux qui avaient une évaluation clinique initiale et au moins une consultation de suivi. Parmi ces 188 patients, il y en a 28 qui ont été exclus, 8 parce qu'on n'avait pas de diagnostic génétique de maladie de Fabry, 16 parce qu'on n'avait pas d'électrocardiogramme et ou d'échographie cardiaque à l'évaluation initiale, et 4 parce qu'on n'avait aucune évaluation de suivi. C'était des patients qui avaient uniquement eu une première évaluation sans suivi ultérieur. Donc nous avons pu inclure 160 patients. Sur ces 160 patients, l'âge du diagnostic de maladie de Fabry était en moyenne de 41 ans. Il y avait 53% de femmes. Les patients avaient une atteinte cardiaque, clinique ou infraclinique dans 60% des cas. 74% des patients étaient symptomatiques, donc soit les symptômes cardiaques à titre de dyspnée principalement, mais aussi syncope, hypothymie et palpitations. Il peut aussi avoir des symptômes extracardiaques, comme ça a été décrit, symptômes neurologiques, gastro-intestinales et d'autres. Ils avaient dans 30% des cas une atteinte rénale, c'est-à-dire protéinurie ou insuffisance rénale plus ou moins avancée. Parmi ces patients, que ce soit avant l'inclusion ou durant le suivi, 80% des patients ont eu une IRM cardiaque durant leur prise en charge. Et parmi ces IRM réalisés, dans 37% des cas, on a pu retrouver du rehaussement tardif. 57% des patients avaient une hypertrophie ventriculaire gauche avec une épaisseur moyenne de 17 mm. En ce qui concerne l'évaluation du taux d'événement global cardiovasculaire et rythmique, donc lorsqu'on a repris toute la cohorte, lorsqu'on reprenait les antécédents et durant le suivi, il y a 18% des patients qui ont présenté un AVC ischémique survenu à l'âge moyen de 53 ans. 11% des patients ont eu un infarctus du myocarde. 11% des patients ont été hospitalisés au moins une fois pour un épisode d'insuffisance cardiaque. Sur le plan rythmique, c'est 25% des patients qui ont présenté au moins un épisode de TSV. 13% des patients qui ont présenté un épisode de BAV de haut grade, donc BAV3, BAV2, MOBIS2. 5% des patients ont présenté un épisode de TV soutenu et ou de FV récupéré. Dans cette cohorte, il y a 10% des patients qui ont été implantés d'un stimulateur cardiaque et 7% des patients ont été implantés d'un défibrillateur automatique implantable
Et il a été implanté dans 83% des cas en prévention primaire. Durant le suivi, on a pu suivre 155 patients sur une durée moyenne de 5 ans. Ces patients étaient traités par un traitement spécifique de la maladie de Fabry dans 62% des cas, soit par enzymothérapie substitutrice, soit par une molécule chaperone. 11% des patients ont présenté le critère de jugement principal composite que je vous ai mis juste à côté. Donc, c'est un patient qui devait présenter soit une mort subite, soit un épisode de TV soutenu ou EV récupéré, soit un choc approprié par un DAI, soit un BAV de haut grade, soit il a eu une implantation d'un stimulateur cardiaque. 7% de la population ont présenté un décès, dont l'origine cardiovasculaire représentait 54% des cas, et on a eu 2 cas de mort subite. En ce qui concerne la stratification du risque rythmique, on a donc évalué plusieurs critères en analyse univariée, ceux qui ont déjà été présentés dans la littérature, notamment la TVNS, le réveil tardif, l'hypertrophie ventriculaire gauche. On a aussi regardé les antécédents de mort subite et s'il y avait une différence ou non selon le sexe. En analyse univariée, il n'y avait que la présence d'antécédents de TVNS qui ressortaient significativement associés à un surrisque rythmique. On n'a pas retrouvé cette association pour le réveil tardif, également pour la présence d'un BAV1. Pas de différence selon le sexe. Pas de différence pour une hypertrophie ventriculaire gauche supérieure à 17 mm. Ça a été un cut-off choisi arbitrairement. On a pris la moyenne. On a décidé de regarder ceux qui avaient une hypertrophie au-dessus. Et il n'y avait pas de différence si les patients avaient ou pas des antécédents de mort subite dans la famille. On a fait des analyses multivariées avec imputation multiple de données manquantes. Ce qui a été important, c'est qu'en analyse multivariée, il n'y a encore que la TVNS, les antécédents de TVNS qui ressortaient significativement associés à un surrisque rythmique, avec un hazard ratio à 6,2. On ne l'a pas retrouvé, encore une fois, pour le grossement tardif, ni pour une hypertrophie ventriculaire gauche, même si on peut se demander qu'il y a peut-être une tendance vers un surrisque. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a utilisé l'analyse d'imputation de données manquantes, parce qu'avant de l'avoir fait, les TVNS ne ressortaient pas significatifs en multivarié. C'est uniquement après avoir utilisé cette imputation de données manquantes multiples qu'il ressortait de nouveau. Donc, pour discuter des principaux résultats, c'est la plus grande cohorte française de patients avec une maladie de Fabry suivie en cardiologie, avec une durée de suivi relativement longue, en moyenne 5 ans. À noter qu'il y avait une proportion de femmes et d'hommes équivalente, alors que c'est une maladie liée à l'X, et cela, ça avait déjà été décrit lors des présentations précédentes. Donc, on peut être une femme et avoir un phénotype sévère de maladie de Fabry. À noter que dans la littérature, a priori, l'atteinte cardiaque et rénale peut survenir plus tardivement que chez les hommes, ce qui implique probablement un suivi qui doit être plus long, même si les patientes sont initialement asymptomatiques. On a, comme ça a été décrit dans la littérature, un taux élevé de survenue d'événements cardiovasculaires, notamment d'AVC, d'infarctus du myocarde et d'hospitalisation pour une insuffisance cardiaque, et notamment un taux élevé d'événements de troubles du rythme, que ce soit conductif ou de troubles du rythme ventriculaire et supraventriculaire. Le taux de mortalité de notre cohorte est concordant avec ce qui a été retrouvé dans la littérature. Encore une fois, la mortalité est liée surtout aux événements cardiovasculaires. On a eu peu de cas de mort subite dans notre cohorte, alors que dans les littératures, selon les séries, les morts subites pouvaient représenter jusqu'à 25-30% des cas de mortalité cardiovasculaire. Donc, contrairement à la littérature, on n'a retrouvé que la TVNS qui pouvait a priori être un facteur prédictif d'événements rythmiques. Le rehaussement tardif ne ressortait pas, ni la présence d'une hypertrophie ventriculaire gauche supérieure à 17 mm dans notre cohorte. Les limites de notre étude, ça est bien sûr le type. Une étude rétrospective, comme vous le savez, expose à un nombreux risques de biais. On a mis en évidence une hétérogénéité de données disponibles selon que les patients étaient suivis ou non dans un centre de référence. Généralement, quand ils étaient suivis dans un centre de référence, l'accès aux données était plus exhaustif. Et bien sûr, l'effectif de l'étude était possiblement trop faible pour pouvoir mettre en évidence d'autres facteurs prédictifs. Et ce qui a pu se proposer, c'est que nous avons pu retrouver en multivarié une association liée au TVNS uniquement après avoir fait une imputation de données manquantes, ce qui a pu renforcer la force statistique de l'analyse. Donc en conclusion, le pronostic de la maladie de Fabry, comme ça a été décrit, est surtout lié à son atteinte cardiovasculaire. Nous avons de nouveau retrouvé un taux d'événements cardiovasculaires et rythmiques élevé dans notre cohorte. Et comme cela a été décrit dans la littérature, les TVNS semblent réellement associés à ce risque d'événements rythmiques. Je vous remercie pour votre attention et je remercie tous les grands contributeurs de ce travail jusqu'à ce jour. Et je suis ouvert à toutes questions.
Ce sont des résultats qui sont intéressants parce que c'est quand même une grosse cohorte, très grosse cohorte même, et qui sont intéressants et en même temps troublants. Oui. Parce qu'ils ne collent pas trop avec ce que nous dit la littérature sur l'HVG, l'âge, etc. Alors je ne sais pas très bien comment les patients ont été... Est-ce qu'il y a un mélange là-dedans de sujets index et d'apparenté, entre guillemets, phénotypiquement sains, et notamment des femmes qui expliqueraient qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, et qu'il fausserait peut-être un petit peu Alors dans la cohorte, il y avait effectivement des patients cliniquement atteints, il y avait aussi des patients index, dont le diagnostic a été fait par le dépistage familial et qui n'avaient pas encore d'atteinte clinique. Donc il y avait aussi des patients asymptomatiques, possiblement. Merci pour la présentation. Effectivement, c'est tout à fait intéressant puisque la cohorte est quand même importante. Il y a peut-être quelques petites remarques quand même à faire. Vous avez inclus dans les critères l'implantation d'un pacemaker, qui est quand même très suggestif puisque le seuil d'implantation ne va pas être le même d'un centre à un autre en fonction de la sensibilité des uns et des autres. Et vous avez aussi inclus les troubles de conduction de haut degré. Donc il y a un peu deux questions derrière ça. Est-ce que c'est pas un peu redondant? Est-ce qu'il fait que vous comptez 2 fois la même chose, qui peut quand même modifier les résultats? Et est-ce que ce serait tout simplement pas plus simple de retirer les implantations de pacemaker, qui n'est pas un événement clinique, alors que le reste est un événement clinique? Soit ils ont des troubles de conduction de degré et là il faut les compter, soit ils n'ont pas des troubles de conduction de degré et il ne faut pas les compter, parce que ça peut quand même potentiellement modifier vos résultats. Et après, pour rejoindre un petit peu la réflexion que vient de faire Albert, c'est que ce qui est parfaitement naturel, c'est que vous avez une cohorte qui est assez hétérogène entre des hommes, des femmes, des cas index, des cas familiaux, donc avec un niveau de risque qui va être assez variable et qui pose forcément problème après quand on veut analyser les résultats. Enfin, ça ne pose pas forcément problème, mais il y a peut-être besoin de séparer les cas index et les cas familiaux, de séparer les hommes, les femmes, parce qu'évidemment, on va être dans des contextes un petit peu différents et avec, au final, des informations apportées par le registre qui est très intéressant par ailleurs, qui seront plus facilement exploitables si ces informations-là apparaissent bien. Merci pour les remarques. En ce qui concerne le critère composite, donc comme vous l'avez dit, il était subjectif. C'est un critère qu'on a choisi de manière partielle. On a choisi d'implémenter les patients qui présentent un trouble conductif de haut degré pour augmenter la force statistique, parce qu'effectivement, dans notre cohorte, l'apparition d'événements de troubles du rythme ventriculaire soutenu n'était pas élevée. Donc ça aurait été difficile, je pense, de pouvoir analyser les facteurs prédictifs dessus. C'est une bonne question pourquoi on a choisi de mettre aussi l'implantation des stimulateurs cardiaques. Vous l'avez bien dit, c'est parfois un choix subjectif qui reste à la discrétion des cliniciens. Possiblement, on l'a choisi parce que on a notamment mis les troubles cognitifs de haut degré, comme vous l'avez dit, qui pouvaient paraître redondants, mais on sait que les patients suivis pour les maladies de Fabry présentent aussi beaucoup de dysfonction sinusale et d'insuffisance chronotrope. Cette information, on ne l'avait pas forcément beaucoup dans le recueil de données. Donc, on s'est dit que les patients qui étaient implantés, il était également pour troubles cognitifs de haut degré, mais aussi pour une dysfonction sinusale symptomatique et également pour une insuffisance chronotrope symptomatique qui est très parlant dans la maladie de Fabry. Après, je suis tout à fait d'accord que ça reste un choix qui peut être discutable et tout à fait critiquable. Et pour répondre à la deuxième remarque, oui, tout à fait, pour les analyses statistiques sur le risque rythmique, ça peut être tout à fait intéressant d'enlever les patients index qui probablement diminuent le risque rythmique de la cohorte et d'analyser séparément les hommes et les femmes sur le survenu du risque rythmique. Là, on a vu que sur les analyses univariées, a priori, il n'y avait pas de différence sur l'événement, la survenue du critère composite, si on est un homme ou une femme. En tout cas, c'est les analyses que nous avons eues sur ce critère en univarié. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai deux questions. Première question à vous. Je pense que dans l'analyse en sous-groupe, il sera aussi important d'analyser, tant que faire se peut, même si c'est des fois difficile, les formes classiques versus les formes cardiaques prédominantes, même s'il y a probablement un overlap.
La deuxième chose, et ça concerne plutôt les rythmologues et donc cardiologues, on a eu l'occasion à des masterclass précédentes de discuter de la valeur des TV non soutenus et de leur éventuel indice pronostic et qui pourrait impacter l'éventuel traitement préventif. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas de réponse. Là, votre travail va plutôt, c'est le seul critère que vous sortez comme étant un facteur péjoratif par rapport à ça. Donc là, c'est plutôt au rythmologue que je me place. Est-ce que ça pourrait du coup rentrer un peu plus dans la discussion d'une éventuelle implantation ? Au vu de ces résultats-là, oui, manifestement. C'est vrai que dans la CMH, ça fait quand même clairement partie des critères d'évaluation et ça a un poids très fort dans les scores. Et donc, je crois qu'il faut rester assez basique. Quand on veut évaluer un risque rythmique, c'est quand même la recherche de troubles du rythme qui reste le plus pertinent. Et finalement, les résultats sont... On peut toujours discuter du rehaussement tardif en IRM, oui, non, peut-être, mais c'est quand même pas très surprenant que les TVNS ressortent, comme c'est le cas dans à peu près toutes les maladies cardiaques. Enfin, ce qui est quand même... ça ressort, et moi, quand il y a une fabrique qui fait des TVNS, quand même, je me méfie. Parce que les TVNS sont très fréquentes dans les CMH sarcomériques, tellement fréquentes d'ailleurs que c'est pas forcément un critère majeur, sauf quand elles sont très rapides à l'effort. Enfin bref, on enrobe ça, c'est très très fréquent en fait. Dans le Fabry, on fait de Holter, on n'a pas beaucoup on a souvent des troubles conductifs, mais TVNS, il n'y en a pas tant que ça. Et la mort subite est quand même très difficile à prédire dans cette maladie, dans toutes les pathologies, mais disons qu'on a peu de choses, peu d'arguments pour aller vers l'un ou l'autre. Donc je ne sais pas, alors c'est difficile à dire si c'est plus... en tout cas, c'est intéressant que ça sorte seul. Je pense que c'est vraiment la force de l'étude, là. Ça sort plus que tout le reste, quoi.